Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre accueil. Je vais tout de suite peut-être, pour vous rassurer et pour me présenter, dire deux choses. Que si je suis géographe, c'est parce que j'ai habité dans un petit village où on vendait donc du fromage assez loin. Puis l'autre chose concernant la Sorbonne, c'est qu'en fait, quand j'étais gamin, je poussais des vaches de mes parents dans un lieu qui s'appelait la Borbonne. Voilà, je ne sais pas quel cousin était passé par là, et nous avions par dérision appelé cet endroit la Sorbonne. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler devant un public un peu nombreux, parce qu'en poussant des vaches, on apprend plein de choses, et entre autres à gérer des groupes. Voilà, donc pour vous rassurer et vous dire que finalement, ce travail de recherche que je mène avec mes collègues, bon, bien sûr c'est sur le terroir, l'alimentation de demain. On a dit que j'avais écrit un livre là-dessus, et je pense que bon, ça nous concerne, mais également je travaille nous avec un laboratoire de génétique sur les patrimoines alimentaires et patrimoines microbiens. Et donc on vous présentera dans probablement 3 ou 4 ans des travaux sur une possible redéfinition du terroir, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas seulement sous la forme d'un périmètre géographique, mais également sous des contenus organoleptiques et même biophysiques, qui font que ce que vous avez, ce qui va permettre la fabrication du comté dans vos fruitières, c'est quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous, et exactement comme les viticulteurs revendiquent dans leur cave un certain nombre de levures locales. Et nous allons pouvoir aider à fixer et à affiner cette question de l'identité génétique du comté, parce qu'elle est très copiée. Hier à midi, j'ai voulu manger du thon avec des petits copeaux de comté, parce que je voulais voir ce que c'était. Évidemment, ce n'était pas du comté. Voilà, donc je suis allé voir le responsable du restaurant, et je lui ai dit: monsieur, il faut changer ça. Je vais repasser dans 3 semaines, 1 mois, pour voir si vous avez... Sinon, je vous dénonce. Mais qui êtes-vous? Je suis du comté. Voilà. Et c'est vous dire que, non, mais c'est vous dire que c'est grave, parce que vous voyez qu'on possède quelque chose qu'on peut nous voler très facilement. Alors, on m'a demandé donc de parler des impacts de la mondialisation. Évidemment, vous n'en êtes pas à des délocalisations comme ça s'est passé à Amiens, ou comme ça va se passer à Amiens dans quelques jours ou quelques semaines. Mais je voulais vous montrer que, évidemment, vous êtes soumis à la mondialisation, comme tout le monde. Et je pense aux gens de Poligny qui ont évidemment à réfléchir à l'installation d'un Center Park. Et en particulier, donc, au fait que ce Center Park va faire de Poligny et de la région une réserve d'Indiens pour les Chinois, les Russes, les autres qui viendront dans la région et qui viendront faire des photos de gens comme ça, de Poligny. Et ça, c'est la mondialisation, hein, évidemment. Alors, concernant l'alimentation, je rappellerai peut-être qu'au XIIIe siècle, lorsque les comtes de Châlons, qui possèdent la saline de Salins-les-Bains, décident de diffuser le sel dans la montagne, parce qu'ils savent qu'avec du sel, on peut faire du fromage, et que ces Châlons, ils ne se viennent pas réclamer du fromage uniquement pour manger dans leur château de Salins, mais que, évidemment, en bonne famille, bien éduquée et surtout bien informée, ils vont en faire une marchandise. Vous savez donc que ce fromage va participer entre autres à cette aventure des grandes découvertes, puisque les Espagnols, vous savez que la Franche-Comté les Espagnols ont emmené beaucoup de nos fromages sur leur bateau pour pouvoir résister à la faim et à toutes les difficultés qu'il y a dans une navigation au long cours qui était évidemment très incertaine. Donc,
La mondialisation, ça a été ça dès le départ de notre comté. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement différent. Ce sont des goûts qui sont fabriqués par des ingénieurs pour une industrie de masse et pour faire des produits de longue durée qui sont bourrés de conservateurs, de nanoparticules, de perturbateurs endocriniens et qu'on déguste à l'apéritif sous forme de chips, de gâteaux salés. Voilà, et qui arrive comme ça. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des jus d'orange sur la. Je me dis, mais qu'est-ce que fait le jus d'orange à Frane? Et c'est un truc qui vient d'orange de Floride, travaillés au Brésil, qui ont traversé l'Atlantique pour être embouteillés et venir ici nous donner les charmes de la vitamine C, alors que dans 40% de la bouteille, il y a essentiellement du sucre et de l'eau. Bon, voilà donc cette mondialisation que nous vivons avec les supermarchés, les kiwis, la vodka. Je disais tout à l'heure à monsieur là, qui connaît la ville de la région de Frane, et puis il y a une vingtaine d'années, il y avait des Lyonnais qui s'étaient installés vers la gare de Frane et qui avaient ouvert un salon de thé. Un salon de thé. Frane. Donc, il y a des formes, des choses comme ça qui sont très bizarres hein, et qui laissent penser que, bien sûr, si on a réussi le coup du café avec nos grands-mères, hein, le jus de nos grands-mères, après tout, c'est du café qui vient d'Éthiopie, de Colombie ou d'ailleurs, hein, on ne réussira pas forcément le coup avec le thé. Hein. Alors, pour être très actuel, je voudrais, puisque c'est un peu là-dessus qu'on va travailler avec les territoires microbiens dans les années qui viennent, vous parler de ce qui est en train de se passer en Californie avec la bio-ingénierie qui est aujourd'hui permet de fabriquer de la viande avec des cellules souches hein, et qui va répondre donc au problème de l'élevage industriel, qui est un élevage, vous savez, avec le confinement des animaux, qui sont perçus uniquement comme des produits de rente, hein, indépendamment de tout attachement qu'on peut avoir, ou même de réflexion qu'on peut avoir sur le fait que ce sont des êtres vivants qui ont aussi leur place dans notre monde. Alors vous allez dire, nous, les cellules souches en Californie, on n'en a pas peur, hein, ce n'est pas notre concurrence, hein, encore que peut-être un jour, on pourra faire du comté avec des cellules souches. Voilà, on l'appellera county. Il y a eu un temps French County, vous vous rappelez, c'était publicité. On pourrait faire ça. Donc, je crois qu'il faut vraiment anticiper, réfléchir et se dire finalement que la mondialisation, c'est quelque chose qui va transformer complètement notre rapport à bien des choses, bien des produits. Les voitures, par exemple. Regardez comment la mondialisation et la conduite automatique, dans quelques années, va changer le rapport à la voiture. Le change déjà. Moi, j'ai des enfants auxquels je n'arrive pas à faire passer le permis de conduire. Alors, peut-être que si un jour ils vivent à Frane, ils auront besoin de... Mais, vous voyez bien que c'est très informel hein, et ça peut se diffuser partout. Je pense par exemple à ce qui nous concerne dans la région. Il y a un lien, me semble-t-il, entre cela et le fait qu'on vient de dire il y a quelques mois que la charcuterie est quelque chose de nocif. Hein, et je pense les gens qui sont derrière la filière comté, vous avez compris, avec la saucisse locale. Donc nos filières pour l'instant ne sont pas évidemment concernées directement par ce changement, mais il y en a un sur lequel je vais évoquer des choses tout à l'heure, c'est évidemment le réchauffement climatique et notamment l'environnement. L'écologie change notre vision du monde. Hier, à la suite d'un séminaire, il y a un étudiant qui vient un breton, qui dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un classement de produits les plus nocifs à l'environnement pour que je participe
à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous voyez. J'ai dit, vous êtes quoi vous? Alors, il est ingénieur, je sais pas quoi, vous voyez. Et à un moment donné, il a envie de faire quelque chose pour la planète, parce que c'est comme ça. Parce que l'écologie, quoi qu'on en dise, hein, reformate notre vision du monde. Alors, nos filières face à l'avenir. Bon, d'abord, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit dans l'Assemblée générale du Jura tout à l'heure. Le comté, ce n'est pas que du lait transformé. C'est une culture hein, qui a été construite pendant plus de 7 siècles. Et une culture, alors, que ce soit bien clair, parce que souvent on dit dans les livres, une culture, ce n'est pas forcément une culture matérielle. On dit, ah, pourquoi on fait du comté dans le Jura? Et la réponse qu'on donne tout le temps, c'est il fait froid là-bas. Il y a de la neige, même au mois d'avril. Hein, et donc, en gros, ils ont besoin de se réchauffer, vous voyez, et de faire des provisions pour l'hiver. Et donc, ils ont inventé ce système hein, qui consiste à faire des fromages qu'ils mettent à la cave. Bon, je veux bien croire que le comté n'aurait pas pu naître en Provence, mais je pense que c'est évidemment pas le climat. Hein. La première chose qui est à l'origine du comté, c'est évidemment la culture politique. On a parlé des hommes, hein, des femmes qui travaillent, qui sont à l'origine de ça, les chalons par exemple, les éleveurs, hein, et puis évidemment tous ceux qui participent à l'organisation politique de cette filière, hein, sous la forme de rencontres comme celle d'aujourd'hui, hein, et qui vont articuler le local et le global. Alors, cette culture politique, elle est originale dans le Jura. Elle enseigne le bien commun, la bienveillance, le collectif. Tout à l'heure, on a dit, si vous êtes sage, il y a à la table à côté, et ça va être très sympa. Le collectif, c'est très important, la bienveillance, parce que ça nous donne une posture face à tout ce qui arrive dans du monde. Les guerres, bon, nous faisons partie d'une génération qui n'a pas connu les guerres, mais pensez à nos parents, nos grands-parents, hein. Les incendies. Il y a parmi vous des gens qui ont vécu ça dans les villages, la sécheresse. Hein, les incendies, j'ai eu un cousin qui a eu sa ferme incendiée, et une des premières choses qu'il m'a dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Hein, donner du sens à ce qui nous arrive. Donc, cette culture, c'est une culture qui est fondée sur cet enseignement du bien commun. Je l'ai dit dans le petit texte qui a été publié, hein, c'est au XIIIe siècle, au XIIIe siècle, il faut imaginer qu'on est dans une période faste, comme aujourd'hui. Le XIIIe siècle, c'est l'époque des cathédrales, c'est une période magnifique, au cours de laquelle on s'enrichit énormément, qui va être suivi par la peste noire. 40% de la population de l'Europe disparaît en 2 ans. D'accord? Alors non, on n'aura pas de peste noire, rassurez-vous, parce que globalement, on a quand même des modes de gouvernance qui se sont améliorés, hein, puisque si nous n'avions pas eu de mode de gouvernance issu de la crise de 29, en 2008, hein, quand il y a eu la crise, eh bien nous serions tous peut-être en train de nous faire la guerre. Donc ça sert, hein, Dieu merci. Et cette culture politique, elle vient des religions. Quand j'essaie de comprendre pourquoi nous avons inventé dans cette région, dans l'histoire des idées, la Franche-Comté, la montagne du Jura, a inventé le communisme. Quand un jour j'ai dit ça au ministre de l'Agriculture de Chine, et je lui dis, ah mais vous savez, le communisme de Mao, en fait il est inspiré d'une pensée politique qui est celle de Proudhon. Proudhon qui est le premier, qui a ensuite inspiré Marx. Alors quand on met le communisme dans les mains des Russes ou des Chinois, ça fait des dégâts, bien sûr, ou même dans le communisme dans les mains de M. Marchais, hein, que certains ont connu. Mais le communisme tel que nous le pratiquons, qui vient des monastères,
qui est de faire passer l'intérêt des autres avant le sien. Ça, c'est quelque chose qui est issu de cette culture et qui a été diffusé par les monastères, et les paroisses. Nous sommes ici dans un bastion catholique, la Petite Vendée, et quand on cherche pourquoi ici il y a tant de paroisses, pourquoi il y a tant de religieux, de prêtres, nous avons pas très loin de l'autre côté de la montagne les protestants. Nous en avons au nord à Montbéliard, nous en avons à l'est à Neuchâtel, nous en avons au sud à Genève, et une des manières de nous affirmer, d'affirmer notre identité, c'était justement de bâtir des églises avec des rétables, avec des choses, de mettre tout un folklore catholique, mais qui a donné quelque chose de très fort. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un forgeron en face de chez moi, à notre ferme, que j'entendais tous les matins jurer. Il disait milliards de Dieu, parce qu'il se tapait sur les doigts. Et ce type-là, il allait, un jour je l'ai surpris à l'église, comme je voyais d'ailleurs beaucoup de paysans à l'église, les mains dans la tête dans les mains, vous voyez, et les yeux fermés. Vous voyez, ce type qui était en train de jurer, il était capable de pleurer. Et je lui disais, Adrien, pourquoi tu mets ta tête dans tes mains? Alors il me disait, c'est pour te faire parler, espèce de petit con. En fait, il avait beaucoup de pudeur, vous voyez. Mais vous voyez très bien que, en fait, cette culture de l'humilité, voir des gens qui sont riches, qui sont puissants, qui sont malins, qui sont capables de se recueillir pour faire le point sur ce qu'ils font, c'est notre culture. Et résultat, nous avons fabriqué, au cours de l'histoire, dans une région qui a connu des guerres atroces. La guerre de 30 ans, c'était, il faut imaginer, des villages complètement incendiés, exactement comme on en a en Afrique aujourd'hui, au Soudan. Des guerres horribles. Eh bien, nous avons réussi à fabriquer quelque chose à partir de cette synthèse du lait et du sel, avec des vaches qui ont été des animaux sélectionnés. Et là, je suis malheureusement encore obligé de parler de religion, puisque ces premières vaches montbéliardes ont été sélectionnées par des Ménonites, qui venaient de Suisse, qui avaient été en Alsace, et qui avaient été chassés d'Alsace, et qui avaient trouvé refuge, notamment à Montbéliard, qui était une principauté protestante, dans laquelle le prince de Wurtemberg avait donné un village en disant à vous réfugiés, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pense des réfugiés aujourd'hui, vous allez faire de l'agriculture. Et ces Ménonites ont fait deux choses pour nous, la vache montbéliarde. C'est à eux qu'on doit cette... Elle n'a pas été très améliorée, c'est pas de soi, mais la vache montbéliarde et la pomme de terre. Quand on essaie de comprendre pourquoi Parmentier vante les mérites de la pomme de terre à l'Académie de Besançon, qu'est-ce qu'il y avait à Parmentier à Besançon? Eh bien, il vient tout simplement prendre tout le savoir que lui ont donné les Ménonites qui travaillent sur cette plante, sur ce tubercule qu'ils ont amené de Suisse et qui va les protéger de la famine. Donc des produits, nous allons faire avec le fromage des produits de conservation. Un paysan a toujours peur du lendemain. Des produits pratiques. Regardez par exemple comment un citadin coupe du comté. C'est horrible. Ils ne savent pas comment prendre le truc. Et vous l'avez dit, attendez, tu ne sais pas couper, donc pour faire la tranche, c'est merveilleux. Rien que le geste les impressionne. C'est pratique, le monde. Pratique, de très bonne qualité. Protégé par l'État. L'appellation d'origine contrôlée. Dans AOC ou AOP, il y a contrôle de l'État et de l'Union européenne maintenant, de votre organisation, de l'OMC, quand il faut bagarrer contre les Russes qui piquent le comté, eh bien, il faut l'OMC. Autrement dit, donc, la qualité, évidemment, elle a un revers, c'est qu'elle suscite des copies. Et donc, je dirais que dans la culture du comté,
dans notre culture, il faut du droit. Il faut du droit, il faut des juristes. Il faut protéger notre affaire exactement comme l'ont fait les gens de Champagne, qui ont interdit Yves Saint Laurent de fabriquer un parfum avec le nom de leur vin. Parce qu'un jour, vous aurez des gens qui vont copier, mais à grande échelle, hein, et qui devront être surveillés par des règles internationales. Voilà, mais si nous sommes là pour préparer l'avenir, je voudrais vous réserver donc maintenant, pour les quelques minutes qui viennent, le côté le plus sérieux de notre discussion, sans se mentir, qui est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qui a été évoqué tout à l'heure, la malédiction des richesses. Alors, c'est un concept qu'on a mis en place dans les années 70 et 80, lorsque on s'est rendu compte qu'avec la crise du pétrole, et donc avec le quadruplement, puis la multiplication par 10 du prix du pétrole, certains pays, tout d'un coup, se trouvaient riches. Vous savez bien que ça existe, et pas qu'au loto. Là, il s'agissait de pays entiers qui deviennent riches, voilà, qui suscitent évidemment notre envie. Et par exemple, je pense aux Anglais. Les Anglais, ils ont du gaz. Évidemment, les Algériens. Et tous les pays du Golfe, les Africains, le Nigeria, le Gabon, la Guinée, etc. Et puis, on s'est rendu compte que, pour une très grande part, les richesses ont mené à la catastrophe. Alors, toutes les richesses ne mènent pas à la catastrophe, mais beaucoup de richesses mènent à la catastrophe. C'est la version de il faut l'argent pas heureux, enfin vous connaissez toutes ces formules, hein, que l'on utilise quand on a perdu au loto, quand on doit payer ses impôts, hein, et finalement se rendre compte que nous n'emporterons rien avec nous. Alors, si le comté est un produit social, je l'ai dit, issu des hommes, alors les insuffisances humaines s'y diffusent. Dénoncées par les moralistes, vous avez tous appris la fable du corbeau et du renard. Qui veut dire en gros, tais-toi. Hein, quand tu as un fromage dans le bec, tu ne parles pas à un renard. Donc, des insuffisances humaines et des insuffisances humaines qui sont pointées régulièrement par les religions. Et entre autres pour nous par le christianisme. Et la pire des insuffisances, le pire des vices, c'est la cupidité. La cupidité, c'est-à-dire le désir d'avoir plus, et surtout d'avoir plus que les voisins. Et d'elle découle l'obsession de la croissance. Il faut croître. Alors, on est content de croître. C'est très agréable de se dire qu'on est excellent. Hein. Il faut le dire d'ailleurs qu'après tout le travail que l'on fait, c'est aussi quelque chose qui nécessite qu'on ait un peu de retour forcément. Mais la cupidité, elle nous pousse à faire une pression trop forte sur le milieu naturel. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une grave crise environnementale et que c'est peut-être ça qui menace l'avenir de la filière. En particulier donc ce qui a été évoqué un peu de manière sous-jacente, la concentration des fermes. Alors, il faut réfléchir à ça. Je ne dis pas qu'il faut revenir à des fermes qu'on a connues, c'est pas la question. Mais la question, c'est pas de se dire qu'est-ce que ça change? Pourquoi on va toujours vers plus de concentration? Est-ce qu'on transmet bien aux plus jeunes? Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire une ferme dans laquelle le pilotage se fait sous la forme du GAEC, qui est un truc merveilleux, parce que le GAEC, c'est remettre de l'humain dans une profession qui peut être déshumanisée par les machines. Parfois, quand je vois des paysans sur un tracteur, des journées entières, bon, pas ici, parce que ici, évidemment, vous n'êtes pas dans la grande culture
je me dis, mais quel est le plaisir, en dehors de celui qui a produit les tracteurs, les camions, les bus, quel est le plaisir d'être sur cette machine à longueur de journée? Alors vous allez me dire, maintenant je peux écouter la valise en RTL ou RCF, peut-être, mais globalement, c'est quand même pas l'objet du travail. Et donc c'est très important de voir que le GAEC est quelque chose qui va réhumaniser l'exploitation agricole, puisque en général la femme a été marginalisée, les enfants sont partis, et que le chef d'exploitation est tout seul. Alors vous avez des gens qui aiment être tout seuls, mais globalement les êtres humains sont en général faits pour être ensemble. Donc la plupart des gens ont besoin du GAEC. Le GAEC, c'est très bien. La concentration des fermes, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi le pire des outils. Il y a deuxièmement l'illusion de la puissance. Parce que les machines qui démultiplient nos forces, pensez que nous utilisons pour nous déployer la métaphore du cheval. On dit mon tracteur a tant de cheval. Et cette illusion de la puissance, cette force qui est exploitée par elle est exploitée par les entreprises des machines agricoles. Nous devons faire comprendre aux autres que nous ne sommes pas des imbéciles, que nous ne sommes pas des gens à passer notre temps à payer des dettes que nous allons contracter auprès des gens qui nous vendent du vent. Parfois, pas toujours, bien sûr. Je pense, entre autres, à une histoire beaucoup plus tragique, puisque c'est une femme que je connaissais, une femme de 43 ans, qu'on a retrouvée la veille de l'ouverture du salon d'agriculture, pendue au bout d'une corde, avec 3 enfants, dans sa salle de traite toute neuve. Et en Bretagne, pas ici, en Bretagne. Mais pour vous dire en quelque sorte qu'il y a une véritable magie de cette puissance, ce sentiment de puissance que l'on a tous, et qui peut faire que nous sommes pris dans l'engrenage de quelque chose qui nous dépasse. Quand j'entends qu'un jeune exploitant agricole est capable de commander un bâtiment de 800 000 euros, alors qu'il a 30 ans, et puis qu'on lui dit que bien sûr, dans la filière comté, il n'y aura aucun problème, qu'il remboursera tout ça sans difficulté, comme vous le savez. Parce que quand vous avez le bâtiment, après, il faut acheter le tracteur, le reste, vous avez tout ça. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ces grosses fermes. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie en termes de travail, d'endettement, de responsabilité par rapport aux jeunes qui nous regardent. Quand vous avez un jeune qui vous dit « Ah mais moi je ne fais pas comme mon père, je reprends la ferme mais je ne fais pas comme mon père, je ne fais pas évidemment comme mon grand-père, mais je ne veux surtout pas faire comme mon père. » Et il faut évidemment entendre ça. La décision collective, qui consiste à dire laisser faire le marché. Non, les marchés, il faut encadrer. Vous savez très bien ça, comme la production avec les cahiers des charges. La production laitière hors sol, je vois quand même de temps en temps des troupeaux qui sont nourris pas à Calerbe, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la production laitière hors sol, c'est quelque chose qui évidemment va déconnecter le comté de la région, du paysage, et que c'est quelque chose qui évidemment va dénaturer le produit. Sachez qu'il y a encore un autre point sur lequel vous devez veiller vos filières en amont, en travaillant avec les... C'est que nous allons vers une société dans laquelle les fromages qui sont consommés, qui sont mangés, sont de moins en moins consommés crus, mais de plus en plus consommés cuisinés. Personnellement, je déteste manger une fondue au comté, ou une boîte chaude. Je trouve ça inadmissible. On a fait autant de travail pour tremper des pommes de terre dans une glu chaude qui a perdu toute sa qualité.
La preuve, c'est qu'il faut mettre du vin jaune dedans pour que ça ait du goût. Mais quel est l'imbécile, d'ailleurs, ça a été raconté dans les... Quels sont les imbéciles qui ont inventé la boîte chaude? Ça vient de la Savoie. Hein. Faisons la guerre aux Suisses et aux Savoyards. Hein, et interdisons les fondus au comté. Le comté, c'est un produit tellement bon qu'on ne peut pas le manger comme ça. Il n'a pas été fait pour ça. Hein. Ou alors vous faites deux comtés. Des comtés pour la fondue, des comtés pour les cons, et puis des comtés pour les... Mais, vous voyez, je parle là d'appauvrissement. Hein, il faut organiser la rareté. Il faut organiser la rareté. En Bourgogne, en Alsace, en Champagne, si le vin, si les produits à Parme, si les fromages, si les vins ont tant de prix, c'est parce qu'on a organisé la rareté. Le parmesan, j'en mets aussi, non, c'est du faux parmesan. Parce que le vrai, vous ne le trouverez pas pour le mettre dans vos pâtes. Organiser la rareté. Donc la malédiction des richesses, c'est une vraie réflexion qu'on doit mener sur le fait que, évidemment, tout le monde nous attend. Je ne vais pas faire ici de couplets sur les industriels, n'est-ce pas, qui sont en embuscade dans la filière, parfois même dedans, sous des formes très perverses. Je parle à des gens qui me comprennent bien, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous bouffer. Bien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en Franche-Comté. Hein, et que en Franche-Comté, ça ne se rend pas facilement. Alors, pour conclure dans l'ordre, je dirais, dans l'ordre, préserver l'esprit du côté en multipliant les occasions d'échange physique entre vous. Quand j'étais gamin, donc c'était il y a 40 ans, même en étant gamin, c'est là la fruitière, je voyais tous les gens du village. Et tous les paysans, celui qui avait laissé sa vache venir dans le jardin de ma mère, hein, je le voyais, je lui disais, ma mère n'est pas contente, tu pourrais garder tes vaches un peu mieux. Hein, ou un tel, etc., etc. Donc il y avait un discours. Avec le froid à la ferme, hein, avec le ramassage de la nuit, tout ce que vous voulez, enfin bref, vous avez perdu des occasions de vous parler. Hein. Et se faire un petit coucou comme ça, depuis la cabine téléphonique, depuis la cabine, pardon, il n'y en a plus de cabine téléphonique, depuis la cabine du tracteur, ça ne remplace pas le « comment va ta mère ?» et puis puisque je te tiens, j'en profite pour te dire que t'es quatre vérités. Vous voyez, moi j'entendais beaucoup de gens qui s'engueulaient à la fruitière, le soir, le matin, ou qui se partageaient des choses. Et ce collectif-là, il a disparu avec la chaîne du froid. C'est bien, je ne vais pas vous demander de tous revenir à la bouille à l'air, mais de réfléchir aux conséquences que ça a sur votre manière de travailler et d'être ensemble. Et donc, évidemment, les assemblées générales comme celle d'aujourd'hui, hein, elles ne sont possibles, hein, cette fusion, parce que maintenant on fusionne, hein, les régions fusionnent tout. Elle n'est possible que parce qu'il y a des voitures qui permettent évidemment de rassembler tout le monde pour avoir ce fil collectif, hein, qui est notre ADN franc-comtois. Hein, rappelez-vous ce que j'ai dit au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture chinois, qui est venu d'ailleurs, finalement, il est venu ici, il a dit « je veux voir votre pays communiste ». Et puis en fait, il a vu un pays pour bien lui montrer que c'était compliqué le communisme ici. Vous voyez, je l'ai emmené chez Leclerc à Pontarlier. Il a rien compris, c'est communiste ou c'est capitaliste. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est ça, hein, c'est notre souci du bien commun. La deuxième chose, c'est préserver l'outil de travail en le protégeant des mirages et des dérives de l'hyperconsommation. Préserver la nature, les fermes bien sûr, mais l'herbe, hein, et l'herbe comme une vraie ressource qui va donner de la qualité à notre fromage. Préserver donc les structures familiales, les exploitations. J'aimerais bien qu'on parle un jour du rôle des femmes. Il y en a quelques-unes ici, et il y a des femmes chefs d'exploitation, puis il y a des femmes qui sont
et qui ont des choses évidemment à dire. Et si nous avons que des gens qui sont super puissants sur des gros tracteurs, et en écoutant la radio, quel est le progrès? Le rôle des enfants, dans la transmission des enfants, qu'on doit écouter, et à qui on doit transmettre des choses, qui sont en ne disant pas je te transmets là des biens de toi, j'espère que tu feras mieux que moi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une ferme de 20 hectares qui nourrissait une famille de 10 personnes il y a 30 ans, n'en nourrirait que péniblement une aujourd'hui, ou deux. Où est le problème? Il faut quand même réfléchir à ça. Donc les structures familiales, réfléchissez à ça, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait des sociétés heureuses, dans lesquelles tout un collectif travaille, et pas seulement la taille des exploitations. Donc je pense que vous l'avez fait par le cahier des charges à propos des fruitières, grâce à la géographie, le périmètre de l'enterrement, de tout à l'heure. Voilà, on a décidé qu'une ferme ne peut pas donner du lait qui est fabriqué, qui vient de vaches ou de foins fabriqués à tant de kilomètres. Alors je sais que c'est pas simple, mais il faut réfléchir à ça. L'outil, donc l'hypermécanisation, je l'ai dit, la robotisation, elle est peu adaptée. Alors pour le traitement des mules à l'affinage, très bien. Mais pour beaucoup d'autres choses, il y a un vrai travail à faire là-dessus, qui est de se dire, alors parfois j'entends des gens qui disent ah mais les robots c'est très bien parce que les paysans veulent prendre des vacances. Quel est le rapport? On peut prendre des vacances, il y a des systèmes pour prendre des vacances. Voilà. Et puis il y a aussi des gens qui ne veulent pas prendre des vacances. Il y a des hyperactifs qui sont très bien chez eux, qui sont heureux chez eux, qui ne vont pas aller en Croatie s'emmerder sur le plage. Donc c'est très important de bien réfléchir un peu à ce qu'on est, à ce qu'on veut, de réfléchir à la valeur de ce qu'on a pour se protéger contre les copies qui vont être de plus en plus nombreuses. Je vous ai donné l'exemple hier. Et enfin, je dirais, un peu comme l'a fait l'Alsace et l'a fait le Champagne, le Bourg et la Bourgogne aussi, et je pense que le mariage Bourgogne-Franche-Comté, de ce point de vue-là, peut vous apporter beaucoup de choses, peut nous apporter beaucoup de choses. C'est consacrer un budget consistant, ça a été évoqué tout à l'heure, à l'image du comté, qui est une manière de dire qui on est dans ces Hauts-Doubs et ces Hauts-Jura, ce qui n'est pas négociable, qu'on ne peut pas donner, et ce qui fait partie de notre identité. Et qui est un ensemble, une vraie civilisation, un paysage, une agriculture qui est capable de faire un paysage. C'est une agriculture qui est capable de nourrir complètement les gens. Vous savez, quand vous mangez du comté, vous mangez un paysage. Voilà. Si vous mettez la photo de Tchernobyl sur une meule de comté, voilà, vous avez tout de suite compris que ce ne sera pas comestible. Nous sommes ce que nous mangeons, dit Hippocrate, nous ne mangeons que ce qui nous ressemble, et ce dont nous sommes fiers. Bon, mon père me disait toujours, quand j'étais gamin, je ne voulais pas aller à l'école, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre à écrire, pendant que moi j'écris des paysages. Je me disais, il a lu un peu trop de poésie, ou je ne sais pas quoi, il a un peu trop bu, j'écris des paysages, vous voyez. Et un jour, me pointant au-dessus du village, j'ai repensé à ça. Et effectivement, c'est ça. Depuis le train, ce qui fait la qualité de la région, c'est évidemment ces paysages. Et nous allons nous nourrir de cette qualité-là. Voilà donc pourquoi je crois que... D'abord, je crois en votre grande sagesse, parce que si vous êtes capable de vous réunir à 400 pour réfléchir au futur, c'est que vous avez déjà quand même une bonne notion du passé, que bien sûr, avant c'était mieux, mais que demain ce sera peut-être encore mieux. Et l'optimisme qu'il y a dans votre
votre région. La fierté que nous avons eue d'accueillir M. Le Foll, il y a quelques années, là, quand on a fêté les 740 ans des fruitières. M. Le Foll, c'est quelqu'un qui est un breton, vous imaginez. Il vient dans le Jura et il dit « Ah, ça tourne ». Je dis « Le Jura, ça se mérite. Ça tourne ». Et pour lui dire que ça avait de la valeur, d'ailleurs il l'a dit lui-même dans ses discours, voilà, nous lui avons présenté cette filière comme un modèle, n'ayons pas peur de le dire, sur le plan de l'organisation agricole et agroalimentaire, cette filière est un modèle dans le monde. Donc, soyons conscients de cela et essayons de penser que, évidemment, l'avenir est un peu écrit, parce qu'on n'est pas, avec 7 siècles derrière nous, pour lâcher tout très facilement. Voilà, quand nous nous révoltons, quand nous nous opposons, nous construisons, nous bâtissons quelque chose, voilà, par respect pour ceux qui nous ont précédés. Par ce respect pour ceux qui partagent notre produit et évidemment par respect mutuel les uns pour les autres, parce que je crois que tout ce temps que vous passez à vous réunir pour travailler à l'avenir de cette filière, évidemment c'est quelque chose qui est exceptionnel. Essayez d'imaginer que ce que vous vivez ce matin est absolument impossible en Bretagne, en Vendée, en Normandie. Il y a, vous savez, de grands méchants loups dans des usines et dans des entreprises qui vous suceraient non pas le sang, mais le lait de vos veines. Donc, soyez vigilants. Effectivement, votre richesse est le fruit de votre travail, mais soyez confiants, parce que je crois que les choses qu'on a entendues sur le véritable esprit collectif qui vous anime tous, c'est évidemment de l'or, c'est votre or, et c'est quelque chose qui nous permet de penser que s'il y a un jour une redéfinition des terroirs, parce que ça va arriver, vous savez, le terroir viticole et le terroir agricole, c'est quelque chose qui a été inventé par la carte géologique. Quand on a voulu protéger la région, on a dit voilà, on va prendre la carte géologique et puis on va dire sur les sols, sur tel type de sol, on met tel type de vache et ça donne tel type de fromage que l'on conserve, que l'on protège comme on fait pour le vin. Mais dans quelques années, lorsque nous aurons des cartes génétiques, eh bien le droit international pourra nous obliger à changer les choses. Donc nous allons anticiper, évidemment, mais en y allant très lentement et en faisant ce travail collectif. C'est la raison pour laquelle je vous remercie encore de m'avoir invité et que je vous souhaite un excellent métier.